conférence du professeur Tai-Ming Chung, en le remerciant encore de nous avoir rejoints aujourd'hui. La semaine dernière a été publié le rapport des Military Balance 2018 et qui soulignait notamment comme un événement notable l'évolution du rapport de force et notamment la croissance des capacités militaires chinoises. Et souvenez-vous, il y a 15 jours, la venue de Xi Jinping et qui insistait en effet sur l'augmentation des capacités militaires chinoises. Il évoquait cette perspective de 5 groupes aéronavals qui rentreraient bientôt en service. Et dissipation sur le banc des professeurs, exemple à ne pas suivre pour les étudiants. Il évoquait aussi les capacités technologiques, notamment en comparant le système de catapultage, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces porte-avions par rapport au système mis en œuvre désormais par la dernière génération de porte-avions américains, cette catapulte électromagnétique. Il évoquait aussi l'entrée en service de l'avion de chasse Chengdu J-20 et puis toute l'augmentation de cette panoplie en engins hypersoniques possibles. D'où le thème de cette nouvelle conférence, l'émergence de la Chine comme puissance militaire et technologique au niveau mondial, implications géostratégiques et géoéconomiques. C'est le titre de la conférence que vous avez retenu, cher Tai-Ming Chung. Le professeur Tai-Ming Chung est directeur, vous le savez, de l'Institut Global et professeur associé à l'Université de Californie, San Diego. Il est par ailleurs contributeur à la revue Far Eastern Economic Review. Il a vécu en Asie, à Hong Kong, au Japon, en Chine. C'est un domaine qu'il connaît bien. Il a couvert très largement les questions stratégiques et les politiques de défense chinoises, notamment à travers un ouvrage Forging China Military Might de 2014 et un récent ouvrage consacré à la Chine et à la cybersécurité qui est paru aux presses d'Oxford en 2015. Comme débatteur, nous accueillons Mathieu Duchadel, qui est directeur adjoint du programme Asie et Chine au sein de l'European Council on Foreign Relations et qui a été, vous le savez, représentant à Pékin de 2011 à 2015, je ne me trompe pas, de l'Institut CIPRI. Et donc il va apporter dans la deuxième partie de notre conférence l'interrogation, le questionnement et lui-même intervenir. Comme d'habitude, la séance est donc divisée au moins en 3 parties. La première, votre conférence, 45 minutes, 1 heure. Ensuite, le débat avec Mathieu Duchadel, et puis le débat avec la salle, les questions. Je vous remercie de votre attention et je passe immédiatement la parole à notre conférencier. Merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Okay. Merci beaucoup, professeur Gauthier. C'est un plaisir d'être à Paris. Généralement, quand je suis invité à me déplacer pendant l'hiver pour faire une communication, il n'y a que 2 endroits sur Terre où j'accepterai l'invitation. Le premier, c'est Hawaï, le deuxième, c'est Paris. Donc, j'ai vraiment beaucoup de chance d'être ici, surtout par une journée telle qu'aujourd'hui. Et généralement, quand je suis devant un amphithéâtre si rempli, je me rends compte que je fais la mauvaise communication et que les gens attendent une conférence sur l'histoire médiévale, mais non. Donc aujourd'hui, si jamais vous vous rendez compte que vous êtes dans la mauvaise salle, n'hésitez pas à partir. Donc, je repassais en revue la série de conférences et bien sûr, ces 5 dernières semaines, vous avez étudié l'influence stratégique de la puissance chinoise et vous avez étudié différentes dimensions. Ce soir, je vais étudier peut-être l'un des aspects les plus importants pour essayer de comprendre où va se diriger la Chine à terme. Et ça, il s'agit de l'émergence chinoise en tant que puissance technologique et puissance de l'innovation. Je me concentrerai principalement sur la défense et les aspects militaires. Néanmoins, il existe un contexte beaucoup plus large pour comprendre l'émergence de la Chine en tant que puissance mondiale de l'innovation.
On a vu de plus en plus que la Chine commence à créer énormément de capacités dans le domaine civil, dans le spatial, dans le ferroviaire, dans les produits grand public. Cette transformation en tant que puissance de l'innovation dépasse le domaine de la défense lui-même. Néanmoins, pour commencer, je souhaitais vous donner à comprendre où se situe la Chine actuellement du point de vue de ses efforts pour développer ses capacités technologiques dans le cadre de ses capacités nationales plus larges. Et l'un des bons points de départ, c'est le discours qu'a donné Xi Jinping, le leader suprême de la Chine, au 19e congrès du parti, il y a environ 4 mois, en octobre 2017. Xi Jinping était à la tribune, il s'est exprimé pendant 3 heures sans interruption et il a parlé avec beaucoup de confiance des perspectives de l'influence à terme de la Chine et de là où allait aller la Chine en tant que puissance mondiale. Il a parlé de la notion de socialisme avec des caractéristiques chinoises qui entraient dans une nouvelle ère. C'est un peu comme sa grande vision, sa grande stratégie de la future place de la Chine. Et la Chine allait se rapprocher du centre de la scène mondiale. La Chine allait être l'une des puissances dominantes. Et le socialisme à la chinoise allait être une nouvelle solution pour les pays qui, dans le monde, souhaitent effectuer leur rattrapage et leur développement qu'ils pourraient suivre. Et la Chine allait aussi devenir une grande puissance qui se définirait par sa puissance économique, sa force technologique, ainsi que ses capacités militaires elles-mêmes. Ce sur quoi je vais me concentrer, ce sont ces 3 aspects, l'aspect économique, technologique et militaire, ainsi que leurs relations croisées et la signification de ce que c'est pour la Chine d'être une grande puissance. Et dans son discours, Xi Jinping a énoncé clairement comment la Chine allait devenir ce pays militairement fort et très avancé technologiquement. Il a fixé une chronologie aussi pour tout cela. Il a dit que d'ici à 2035, ça n'est que dans environ 17 ans, la Chine serait au premier rang des pays les plus innovants dans le monde. Qu'est-ce que cela signifie? D'être sur un pied d'égalité au moins avec des pays tels que la France, le Royaume-Uni, la Russie, le Japon, etc. Vraiment être dans ce club, ce cercle très fermé, et en même temps, d'ici à 2035, la modernisation militaire de la Chine serait aussi achevée et de façon réussie, donc militairement et technologiquement, tout devrait être fait d'ici à 2035. C'est un objectif très important. Et dès 2050, la Chine remettrait en question la domination globale des États-Unis. 2050, c'est là que la Chine remettra en question la domination de l'autre grande puissance militaire et technologique du monde, les États-Unis. C'est la première fois qu'un dirigeant chinois a apporté un calendrier aussi clair. Bien sûr, les dirigeants du monde entier peuvent toujours parler de leurs objectifs pour 2050 parce que bien souvent, ils ne seront plus au pouvoir à ce moment-là. Donc, peu importe s'ils réussissent ou pas. Mais je crois que ces objectifs, si regardez ce que fait Xi Jinping, en fait, quelles sont les aspirations derrière ces objectifs? Eh bien, ils sont tout à fait réalisables du moment que la mise en œuvre est assez disciplinée et menée correctement. Ma présentation, à partir de ce point de départ, va poser quelques questions.
Est-ce que les objectifs de Xi Jinping sont réalisables? J'ai déjà dit que je pensais qu'il y avait beaucoup de fonds derrière ces objectifs. Ce ne sont pas vraiment le fruit de son imagination. Et comment est-ce que la Chine va mener cette grande transformation? Et il y a peu de pays qui ont déjà mené de telles transformations. Où en est la Chine actuellement dans ses efforts? Et quelles sont les conséquences géostratégiques et géoéconomiques? Parce que si la Chine devient un leader de classe mondiale dans l'innovation, cela va transformer de façon significative l'équilibre des pouvoirs, mais aussi la dynamique économique et technologique à l'œuvre dans le monde. Pour ce faire, ce que je souhaitais établir, d'abord, c'est un cadre conceptuel. Cela est tiré en partie d'un livre que je suis en train de finaliser pour essayer de comprendre l'évolution militaire, technologique et de l'innovation de la Chine. Eh bien, je souhaitais vous poser un cadre pour que vous puissiez mieux appréhender toutes ces considérations. Et donc, je développe un concept, ce que j'appellerais l'État techno-sécuritaire, ETS. Si vous avez lu la stratégie de sécurité nationale des États-Unis de novembre ou le dernier document de défense nationale de janvier, eh bien, les États-Unis parlent de la base d'innovation de la sûreté nationale, National Security Innovation Base. Cela définit les mécanismes, les institutions, les processus qui aident un pays à aller de l'avant du point de vue de l'innovation, de la défense, mais aussi de la sûreté nationale. Et je crois que c'est un très bon concept qui nous permet aussi de bien rendre compte de ce que fait la Chine. Parce que sous Xi Jinping, la Chine est un État qui cherche à maximiser sa sécurité. L'accent est vraiment mis sur la sécurité. Et elle utilise cela pour développer sa puissance et son rayonnement en tant qu'État économique et technologique. Il va utiliser cela comme fondement pour développer l'État. Et donc, il s'agit de comprendre comment un État qui cultive la science et la technologie stratégique et les capacités industrielles comme l'une de ses premières priorités. Comment il fonctionne. Un État technosécuritaire, ça n'est pas réservé à la Chine. Il y a beaucoup d'États technosécuritaires qui ont existé de par l'histoire. L'Union soviétique, l'Allemagne, avant et après la Deuxième Guerre mondiale, etc. Bien souvent, ces États technosécuritaires ont une vue fondée sur les menaces et basée sur un jeu à somme nulle de l'environnement mondial, ce qui est très différent des États non technosécuritaires qui ont un point de vue bien plus équilibré, moins fondé sur les menaces. Ces États technosécuritaires peuvent répondre soit de façon défensive, soit offensive. Défensivement, ça veut dire qu'ils peuvent prendre des mesures pour protéger leurs frontières sans nécessairement projeter leurs capacités. Et la Chine a tout à fait fait cela jusqu'à un passé récent, ou bien les États peuvent beaucoup plus s'affirmer et décider que la meilleure forme de défense, c'est de se projeter et d'être plus offensif. Et je crois que l'on peut voir aussi cela se produire en Chine sous Xi Jinping avec la mer de Chine méridionale et de plus en plus comme dans d'autres endroits comme la mer de Chine orientale. Les États technosécuritaires, du point de vue de la dynamique intérieure, ont souvent établi des coalitions technosécuritaires comme l'appareil militaire qui ont beaucoup plus d'accès
au financement et aux dirigeants politiques. La notion d'État technosécuritaire est centrée sur cette relation croisée entre le rôle de l'État, l'importance de la sûreté nationale, la façon dont l'innovation et le développement jouent tous le même jeu. Et l'une des questions fondamentales pour comprendre ce concept d'État technosécuritaire est de savoir comment l'État peut coordonner efficacement tous ces brins. C'est quelque chose d'assez lourd, d'assez précis et minutieux. Comment coordonner tous ces facteurs, la sûreté nationale, l'innovation technologique et les systèmes économiques pour que tout cela fonctionne en bonne intelligence et en bonne efficacité? Est-ce qu'on peut y arriver par une approche très étatique, imposée du haut, ou bien est-ce qu'il vaut mieux une approche fondée sur le marché qui vienne de la base, ou bien est-ce que c'est une combinaison des deux? Ensuite, la façon dont un État technosécuritaire va essayer de relever ce défi, soit par le haut ou par le bas, tout cela dépend du régime. Est-ce qu'il est autoritaire ou démocratique? Tout dépend aussi des inquiétudes qu'ils ont quant à l'environnement sécuritaire. Est-ce qu'il est pacifique ou menaçant? Et puis aussi la nature des mécanismes de coordination. Est-ce que c'est un système réglementaire très fort ou bien très faible? Et comme je l'ai dit, nous avons constaté de par l'histoire différents types d'États technosécuritaires. L'une des façons de faire le distinguo entre les types d'États technosécuritaires, ce sont les États statistes, où l'État lui-même joue un rôle très important. Et comme je l'ai dit, la Chine est un État technosécuritaire statiste. L'Union soviétique, pendant la guerre froide, était statiste par rapport à des États technosécuritaires où le rôle de l'État est limité et contraint par les forces de marché, comme les États-Unis ou bien Israël. Là, ce sont des États technosécuritaires où la tradition démocratique joue un rôle très très fort. Cela vient limiter l'influence et le rôle de l'appareil industriel de défense ou bien le système de sûreté nationale. Et je vais arrêter de développer cette théorie après cette diapo. Les États technosécuritaires sont très très importants si vous les prenez du point de vue de la théorie des relations internationales. Si l'on regarde les relations internationales, les États les plus importants que l'on étudie sont ce que l'on appelle les grandes puissances, parce que ce sont les grandes puissances qui exercent le plus d'influence et qui définissent la dynamique et l'équilibre des pouvoirs au sein du système mondial. Et dans les théories des relations internationales, on n'a pas vraiment de très bonne définition de ce que c'est qu'une grande puissance. Des gens comme Kenneth Waltz ont souvent mis l'accent sur la puissance dure, le hard power. Et il avait raison quand il parlait dans les années 70 des caractéristiques les plus importantes d'une grande puissance, qui sont la taille de la population, la superficie du territoire, leur dotation en ressources naturelles, leur capacité économique, leur force militaire et leur stabilité politique dans l'État. Il ne faisait pas vraiment référence à la technologie. Dans le contexte du XXIe siècle, surtout du fait que la technologie et l'innovation sont vraiment au centre de la concurrence géostratégique et géoéconomique actuellement, on met l'accent sur l'aspect technosécuritaire. C'est une partie importante d'une vue et d'une compréhension actualisée et plus globale de ce que c'est qu'une grande puissance. Comme nous l'avons vu, actuellement, nous entrons dans une nouvelle ère où le ministère américain de la Défense parle de plus en plus d'une concurrence entre les grandes puissances. Et c'est cela la signification de mon concept. Cette notion d'État technosécuritaire, c'est ce que je viens d'énoncer, donc je vais appliquer cela à la Chine pour comprendre ce qu'il s'y passe sous Xi Jinping. Et Xi Jinping, en tant que plus grand leader
de la Chine, dans sa façon de gérer l'État depuis maintenant 5 ans et 3 mois. Il est arrivé au pouvoir vers la fin 2012. Et comme je l'ai dit, il a maintenant commencé son deuxième mandat de 5 ans. Et ces 5 dernières années environ, il a investi énormément d'argent, d'efforts et de capital politique dans l'élaboration de cet État technosécuritaire. Xi Jinping est un homme très occupé. Il gère le Parti communiste, il gère tous les aspects de la Chine. Il est très impliqué dans le développement, les affaires extérieures, les affaires internationales, mais il est prêt à dédier énormément de son propre temps aux questions de développement militaire et technologique. Et sur cette carte, vous voyez un indicateur, on y représente toutes ces visites dans des installations militaires, des centres de développement scientifique et technologique, tout ce genre de choses. Et si vous prenez cela et que vous comparez cela avec le temps qu'il y passe, cela représente plus du double de ce que dédiaient les dirigeants précédents, Hu Jintao, Jiang Zemin ou Deng Xiaoping. Cet aspect de la technosécurité est l'une de ses priorités de premier ordre. Quels sont donc les principes directeurs? Comment est-ce que l'État technosécuritaire sous Xi Jinping fonctionne? Quels sont les objectifs et les visions? Xi Jinping est un pur produit du système chinois. Il a passé toute sa carrière, toute sa vie à travailler au sein de l'appareil du Parti communiste chinois et il a été extrêmement influencé par les principes idéologiques et organisationnels qui ont évolué en Chine. Et surtout pendant les années 1950, 60 et 70, quand Mao Tse-tung, le premier dirigeant de la République populaire de Chine, était aux affaires. Et donc, les principes idéologiques et organisationnels que Xi Jinping a repris à son compte sont tirés de ces décennies précédentes. L'un de ces principes, c'est que le développement technologique et stratégique est fondamental pour déterminer la place de la Chine dans l'équilibre des pouvoirs mondiaux du point de vue stratégique et économique. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le développement technologique et stratégique, ça veut dire donc que l'État doit jouer un rôle central, parce que c'est un de ses intérêts stratégiques essentiels. Vu que c'est fondamental, c'est l'une des briques essentielles, comme la puissance économique, ou bien la puissance sociale ou la puissance militaire. La technologie est une partie critique de tout cela. L'État doit, partant, investir dans les secteurs technologiques les plus critiques. On ne peut pas laisser cela aux forces du marché, on ne peut pas laisser les sociétés s'en occuper. Il faut que ce soit une approche tournée vers l'État. Un autre principe important est que l'État doit favoriser une capacité d'innovation nationale, originale comme on l'appelle. La Chine ne peut pas dépendre d'appuis étrangers ou de transferts de technologies étrangers pour pouvoir effectuer son rattrapage, même si en pratique, cette notion d'innovation autochtone ou originale, c'est plus du domaine de l'aspiration. Lorsqu'il s'agit d'acquérir de l'innovation, la Chine passe beaucoup de temps à absorber et à acquérir des connaissances de l'étranger. Néanmoins, c'est une aspiration à terme énoncée par la Chine. Elle doit être autosuffisante du point de vue du développement technologique.
Autre principe, la diffusion technologique doit venir du civil vers le militaire et du militaire vers le civil. Il faut que cela aille dans plusieurs sens. Il ne faut pas que ce soit compartimenté. Il y a l'aspect de la science et de la technologie civile qui doit faire son propre travail, et puis les militaires font leur travail de leur côté. Il faut qu'il y ait beaucoup d'intégration et beaucoup de bidirectionnalité dans ce processus. On met aussi l'accent sur le fait qu'on doit se concentrer vraiment sur les grands projets scientifiques. C'est ce que les Chinois appellent les méga-projets scientifiques. Puisque la Chine doit être une grande puissance, elle doit chercher à construire ces grands programmes stratégiques, comme aller dans l'espace, construire des porte-avions, ou bien construire des trains à grande vitesse, ou bien les centrales nucléaires de nouvelle génération. Ce doit être ce genre de projet grandiose plutôt que des efforts plus limités. Et ça, Xi Jinping prête beaucoup attention à cela. Avec tous ces projets, ce que l'on peut extraire, c'est une grande stratégie de ce à quoi ressemble l'État techno-sécuritaire sous Xi Jinping. On peut appeler cela un techno-nationalisme intégré. C'est une grande stratégie avec 4 composantes que je vais évoquer en passant. Premièrement, il s'agit de construire un État sécuritaire national fort. Ce qui est important, c'est que la sécurité nationale est au cœur de tous les objectifs et de l'affectation des ressources. Surtout, on affecte beaucoup de ressources aux forces militaires et de sécurité intérieure. Ensuite, il faut construire un système fort d'innovation stratégique. On met l'accent sur la force plutôt que la taille. Il faut que le système soit efficace et puissant. Ensuite, il faut construire un appareil industriel et de défense fort et avancé. Et ensuite, il faut développer une économie à utilisation duale, civile-militaire. Voici quelles sont les composantes que la Chine va de plus en plus développer ces 20 prochaines années à peu près pour pouvoir atteindre son objectif d'ici à 2035 pour devenir une puissance militaire et technologique de premier plan. Qu'est-ce que c'est de construire un État de la sécurité nationale fort? L'une des inquiétudes pour les dirigeants chinois sous Xi Jinping, c'est que l'environnement international de la sécurité a été une source d'inquiétude principale, même si de l'extérieur, quand on regarde la Chine, régionalement et internationalement, la Chine est dans une région assez sûre et plutôt bénéfique. Il y a quelques menaces, quelques incertitudes, telles que la Corée du Nord, Taïwan, ou bien des tensions avec les États-Unis, du fait du pivot vers l'Asie-Pacifique des États-Unis. Mais globalement, si on compare la Chine actuellement avec la Chine d'il y a 30 ou 40 ans, la Chine jouit d'un environnement sécuritaire assez sûr. Mais si vous prenez les grands discours nationaux tels que le livre blanc de la défense d'il y a quelques années ou bien les discours de Xi Jinping, selon eux, la Chine est confrontée à énormément de défis. Au 19e congrès du parti, lors de son discours, Xi Jinping a dit qu'il fallait en faire plus pour sécuriser la souveraineté et la sécurité chinoise parce que, selon lui, il y a beaucoup de défis envers la souveraineté chinoise, surtout dans le domaine maritime, comme dans la mer de Chine méridionale. Il y a de plus en plus d'incertitudes également dans le détroit de Formose. Il y a aussi une concurrence à long terme pour voir qui va prendre le contrôle dans la mer de Chine méridionale sur ces archipels qui font l'objet de différends avec le Japon, comme ou bien les îles Spratly.
Tout cela a créé donc des inquiétudes en Chine et pour les dirigeants, la renormalisation du Japon en tant que grande puissance militaire ou bien le rééquilibrage de la défense américaine, tout cela est vu comme une source d'inquiétude géostratégique. Il y a aussi les inquiétudes technologiques. L'environnement des menaces ne concerne pas simplement les menaces effectives, mais aussi l'environnement technologique. Il y a une grande citation de Xi Jinping à une réunion du Politburo il y a environ 3 ans et demi, où il a dit que actuellement le monde est engagé dans une révolution technologique et militaire de grande ampleur, et il a averti que cette révolution mondiale des affaires technologiques, eh bien, le rythme du changement est un rythme si rapide, d'ampleur si large et à un niveau si profond, avec un impact si grand qu'on n'en a jamais, rarement vu l'égal depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, cela vous donne un aperçu de ce qui empêche Xi Jinping de dormir. La Chine et le reste du monde sont engagés dans un effort frénétique pour rattraper ou rester en tête dans cette course marquée par les grands vents de l'évolution technologique. Et c'est donc une fenêtre d'opportunité pour la Chine. Si elle ne rattrape pas, si elle ne prend pas de l'avance, eh bien, elle sera distancée. Eh bien, ces fenêtres d'opportunité, si on est distancé, il sera difficile de rivaliser avec ceux qui ont pu rester en tête. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il a invité la communauté scientifique et technologique de la Chine de vivre avec son temps et de promouvoir donc cette innovation technologique, enfin, tous ces efforts d'innovation. Donc, aux yeux de Xi Jinping, bien entendu, il y a une forte évolution technologique en cours. Le fait qu'on puisse construire des armes de longue portée, des armes ou des drones, des armes autonomes, de forte précision, toute cette évolution technologique a touché à de nouveaux domaines. En tout cas en matière notamment militaire, depuis des dizaines d'années. Autrefois, les grands domaines militaires, enfin les domaines de la guerre, c'était essentiellement des armes terrestres ou navales, un peu les armes aériennes et nucléaires, mais maintenant, tout d'un coup, il y a tout le domaine de l'espace qui apparaît, le cyberespace également, tout ce qui est sous-marin. Là, ce sont de nouveaux domaines de recherche, de développement qui nécessitent de nouvelles capacités technologiques qui, jusque-là, n'avaient pas été développées. Et puis, au-delà de cela, il y a, bien entendu, la guerre informatique, pas simplement la guerre dite cinétique. Et là, on voit que depuis un an ou deux, on travaille de plus en plus sur tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, la robotique, les drones, tout ce qui touche les systèmes autonomes, on en parle beaucoup également, et cela prend évidemment une part croissante de toute la scène technologique et donc de tous les grands enjeux technologiques. Alors, compte tenu de cet environnement nouveau, enfin, et cette nouvelle donne sur le plan sécuritaire, comment reconstruire ou construire, disons, un système d'innovation stratégique véritablement puissant. Au départ, évidemment, on peut avoir une base technologique puissante, on peut avoir des processus d'innovation efficaces, mais enfin, il faut bien se dire que l'innovation en tant que telle s'intègre dans un écosystème. Autrement dit, il y a toutes sortes de parties qui doivent se conjuguer. Il faut un système d'éducation puissant, un système de recherche et de développement efficace qui soit associé.
des entreprises innovantes, mais tout ce qu'on appelle un leadership, c'est-à-dire un encadrement. Enfin, il y a toutes sortes de parties qui doivent s'articuler pour que le système d'innovation stratégique puisse effectivement fonctionner de manière efficace. Et ce que se disent les Chinois, c'est que pour que l'innovation puisse se faire, l'approche doit être intégrale, doit être holistique. Parce que si l'on laisse de côté des parties cruciales de cet écosystème, c'est toute la machine qui va s'enrayer. Alors pour revenir à Xi Jinping et au 19e congrès, ce qu'il disait, c'est que l'innovation est finalement la force motrice du développement, du soutien technologique qui va sous-tendre l'économie moderne de la Chine. Et donc, à ses yeux, l'innovation est essentielle, pas simplement donc sur le plan militaire, mais surtout pour donner à la Chine sa place à l'échelle mondiale. Donc, un système d'innovation, disons, efficace qui s'assoit, qui puisse être assis sur une base scientifique et technique réellement robuste. Et pour revenir à cette notion d'État techno-sécuritaire, la science et la technologie sont les deux piliers de ce qui constitue la force nationale de la Chine. Enfin, c'est-à-dire que tout s'appuie sur la science, la technologie, avec ses conséquences militaires, économiques, sociales, des ressources humaines. Tout cela forme un tout cohérent. Et Xi Jinping s'est exprimé à de nombreuses reprises sur ce sujet, puisqu'à ses yeux, il y a vraiment une course au développement dans ce cadre de cette révolution technologique. Et si la Chine ne prend pas les devants, ce sont d'autres pays qui le feront à sa place. Et on voit que l'accent... Enfin, la Chine se compare à la France, à l'Allemagne, aux États-Unis et autres pays qui se sont rués dans cette course, notamment vers l'espace. Et devant cela, la Chine a essayé de construire une capacité d'innovation, disons, robuste, mais qui doit s'appuyer sur une vision à long terme, une vision stratégique. Si la Chine veut se retrouver au premier rang des puissances technologiques, ça ne va pas lui prendre 5 ou 10 ans, il faudra au moins 15, 20, 25 ans. Il y a un effort de longue haleine et soutenu à fournir. Et ce que fait la Chine actuellement, c'est de jeter les bases de ce développement pour veiller à ce qu'à terme, c'est-à-dire d'ici à 2025-2050, la Chine atteigne les objectifs qu'elle s'est donnés. Alors ce que nous voyons actuellement, pour justement aller s'avancer dans cette voie, parmi les grands moteurs de développement, on voit d'abord une véritable compétition technologique militaire à laquelle la Chine se livre avec les États-Unis. Pourquoi ? Parce que les États-Unis sont le grand rival à long terme de la Chine, et d'ici à 2030, la Chine doit pouvoir être en mesure de pouvoir tenir tête aux États-Unis sur le plan technologique et militaire. Or, les États-Unis, depuis quelques années, se sont rendus compte de cette nouvelle donne et de la place croissante que la Chine occupe. C'est pourquoi, dans la nouvelle stratégie de défense américaine, il est dit très clairement que la Chine présente un véritable défi, un véritable enjeu technologique et militaire. Alors, ce que nous voyons maintenant, c'est une concurrence, finalement, entre la Chine et les États-Unis qui se décline dans de nombreux domaines technologiques et de défense. Je ne suis pas sûr d'être arrivé au terme de mes diapos. Normalement, j'ai 200 diapos. Alors là, c'est un des exposés les plus courts que j'ai jamais été donné à présenter. Alors, où en étais-je ? Pardon, j'en viens donc à mes conclusions. La Chine, aujourd'hui, dans les 5-10 prochaines années à venir, la Chine est au cœur d'une transformation considérable, puisque au lieu d'être un État qui est en train de rattraper les autres, la Chine va se trouver aux premières lignes de l'innovation
technologique. Et le président Xi Jinping a une vision très claire, une vision à long terme. Il dispose du capital politique, mais du pouvoir politique qui lui permet d'affecter les ressources nécessaires pour que ce système très autoritaire, qui est celui de la Chine, puisse aller dans le sens du progrès qu'il appelle de ses voeux. Ça, c'est sa volonté à lui, moyennant quoi la Chine se heurte quand même à des obstacles considérables. La nature même du système politique chinois fait que le succès n'est pas garanti. La Chine n'est pas du tout certaine, dans l'état actuel des choses, de rattraper ou de dépasser les États-Unis sur le plan technologique. La Chine peut-être se retrouver fragmentée sur le plan politico-bureaucratique. Vous avez des intérêts bien compris de la part des uns et des autres. Vous savez, dans le complexe militaro-industriel chinois, il faut bien se rappeler qu'on est parti d'un système à planification centrale style soviétique. Or, dans un tel système, l'innovation, au contraire, fait appel non pas à un système monopolistique et centralisé, mais au contraire à un système concurrentiel où chacun développe les choses de son côté ou en concurrence les uns avec les autres, et ceci va complètement à l'encontre de l'esprit monolithique, très opaque d'un système centralisé. Alors, quand on met dans la balance les obstacles auxquels la Chine se heurte et d'autre part les ambitions qui sont les siennes, lorsqu'on voit tous les éléments tels qu'ils sont constitués, il semble quand même que la Chine ait quand même de bonnes chances d'arriver à se placer parmi les premiers pays de la planète. Alors, il y a 10 ou 15 ans, les obstacles auraient été plus importants, mais aujourd'hui, ainsi que Xi Jinping y est parvenu, nous avons en Chine finalement un État technosécuritaire, cohérent, robuste, qui permettra à la Chine de se développer bien plus rapidement. Je vous remercie de votre attention.